Yes, bonjour à tous. On va juste vérifier qu'on est bien en direct. Écoutez, on a eu peur parce que Oui, c'est encore des petits tours, mais ça une fois c'est bon, mais deux, là, c'est dur sur le système nerveux. on dit jamais 203. Alors écoute, on va croiser les doigts. Chantal, je me permets juste de regarder sur mon téléphone. Oui, nous sommes bien en direct sur le Facebook de Vitalité. Écoute, on a... Super, super, super. Alors, ça va mieux? Toi, comment ça va? Écoute, ça va, ça va. Alors, je suis vraiment contente de te retrouver aujourd'hui, de retrouver tous nos auditeurs de Vitalité Québec. Donc, je m'appelle Aurore Bonvalot, je suis directrice des médias sociaux pour Vitalité Québec et j'anime donc les midis Vitalité. Je suis en compagnie aujourd'hui d'une personne que je respecte beaucoup et que j'aime vraiment, Chantal Anne Dumas, qui est naturopathe agréée, qui est en pratique clinique depuis 1988, chroniqueuse depuis plusieurs années également pour notre magazine Vitalité Québec dans la section santé au féminin. Vous pouvez retrouver quasiment tous ces merveilleux articles sur la bibliothèque numérique, donc sur le site internet de Vitalité Québec. Elle est chroniqueuse radio, web TV, elle a une page professionnelle, enfin bon, elle est partout. Bonjour Chantal Anne. Bonjour, Aurore. Et je dois dire que le plaisir, l'affection et le respect est mutuel. Et une petite correction en pratique depuis 1998 et non pas 88, quand même. Je suis beaucoup trop jeune pour être là depuis 88. Parfait. Alors aujourd'hui, on va parler avec toi, Chantal, de deux sujets vraiment importants qui sont le sommeil et la bonne haleine, deux composantes en fait essentielles pour se sentir frais et dispo chaque matin. D'ailleurs, comment s'est passée ta nuit dernière, Chantal? Moi, je dors très bien. Je suis pas quelqu'un qui a besoin de dormir longtemps. Ça surprend souvent les gens qui me suivent sur les médias sociaux parce que je dors pas de longues périodes, mais je suis quelqu'un qui dort très profondément. Mais je me suis quand même permise d'essayer la mélatonine parce que c'était un nouveau produit d'AOR. Et donc, vraiment, je dois dire que ça l'a rajouté peut-être un petit degré de profondeur. Je me sens encore plus en forme au réveil. Et comme tu le sais, ben, je suis sur une cure de jus. J'en suis à ma 15e journée aujourd'hui sur un jeûne de jus. Et donc, je ne prends plus mon café du matin. Et je dois dire que depuis que j'ai rajouté la mélatonine avec la cure de jus, ça se passe bien. En fait, c'est ça qui me faisait plus peur. Pas tant d'arrêter de manger, mais de ne pas savoir mon café du matin, mais ça se passe très, très bien. Génial. Alors, pour vous qui nous écoutez, faites-nous un petit commentaire, un petit coucou, un petit emoji parce qu'on a besoin de vos noms, parce qu'on va faire tirer un magnifique ensemble cadeau qui nous est offert par la compagnie AOR. L'ensemble cadeau a une valeur de 200 $ et AOR est une entreprise canadienne, donc de chez nous. C'est un leader dans les suppléments naturels qui existe depuis 28 ans et qui est à la fine pointe des innovations. Et AOR vous offre évidemment deux produits dont on va parler, Fresh Biotics et mélatonine Dual Cap, un sac à lunch, une casquette, un pilulier, un t-shirt, enfin, un magnifique ensemble cadeau qui tombe à pic pour le printemps ou l'été qui s'en vient. Donc, mettez un petit commentaire pour qu'on ait vos noms et on fera le tirage d'ici dimanche. Vous pouvez également poser toutes vos questions dans les commentaires et puis je les partagerai avec Chantal qui vous répondra personnellement à vos questions. Et écoute, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ta pratique en naturopathie, sur le fait aussi qu'il y a des naturopathes qui sont agréés, pas agréés. Donc, comment on démystifie un petit peu tous ces termes? C'est un très bon point, surtout qu'on arrive à la semaine de la naturopathie, qui sera la première semaine de mai. Effectivement, donc, beaucoup de gens ne le savent pas, mais la profession de naturopathe au Québec n'est pas encadrée par un ordre de professionnel, ce qui veut dire que n'importe qui peut se prétendre naturopathe. Donc, il y a des gens qui ont fait des petits cours en ligne, qui n'ont pas de cursus scientifique, etc., et qui signent naturopathe pour avoir des privilèges, entre autres, pour émettre des reçus d'assurance, tu vois. Donc, c'est important quand vous faites affaire avec un naturopathe de vérifier si c'est une ou un naturopathe agréé, donc membre de l'Association des naturopathes agréés du Québec, ANAC, parce que ça va vous garantir que ce sont des gens qui sont formés adéquatement, qui ont bien passé par un cursus de sciences, des examens d'entrée, d'admission, de la formation continue, qui se soumettent à un code de déontologie. Bref, vous allez être assuré
s'assurer de la qualité de nos soins. Et c'est quand même très important parce que même si on travaille avec des produits naturels, des mauvaises recommandations peuvent avoir des conséquences pas désastreuses, là, mais quand même, ou si on veut en avoir pour notre argent, hein, quand on paye pour des soins de santé. Donc, c'est important de faire affaire avec des gens compétents. Pour ma part, donc, je suis graduée en pratique depuis 1998. Je travaille maintenant à temps partiel en consultation parce que ça fait quand même 10 ans que je suis conseillère médicale pour la compagnie AOR. Donc, je dédie beaucoup de mon temps aux formations des conseillers en produits de santé naturelle que vous retrouvez sur les planchers des grandes surfaces comme Avril et tout ça. Également, donc, j'ai une académie de formation, l'Académie de santé globale. Donc, je forme aussi des gens qui veulent devenir conseillers en produits de santé naturelle. Alors, je mets beaucoup de mon temps du côté de la formation et des médias, mais je garde quand même des plages de temps pour la consultation parce que ça reste que c'est quand même mon premier amour en naturopathie. J'ai beaucoup articulé ma pratique autour de la santé des femmes. Je suis particulièrement intéressée par tout ce qui a trait au métabolisme hormonal, donc déséquilibres hormonaux, périménopause, ménopause, mais aussi les cancers hormonaux dépendants. Donc, ça aussi, des fois, les gens ne le savent pas, mais on peut faire de l'accompagnement en naturopathie, même si les gens choisissent de prendre la voie du côté médical. On peut très bien supporter, minimiser les effets secondaires, supporter l'énergie vitale, donner des recommandations du côté de l'alimentation, du mode de vie. Bref, on peut quand même faire beaucoup de choses. C'est vrai pour le cancer, c'est vrai pour toutes les autres maladies. C'est pour ça que moi, j'aime bien le terme d'approche complémentaire en santé, non pas alternative, parce que la réalité, c'est que la plupart des gens font les deux. Hein. C'est rare que les gens vont choisir que la naturopathie. En général, les gens, leurs médecins font leur examen annuel, prennent certains médicaments et nous, on travaille très, très bien avec ça. Super, je pense que c'est clair maintenant, Oui. la différence entre agréé, non agréé et naturopathe. Évidemment, vous avez toute votre place en tant que naturopathe dans la vie de tous les jours et encore plus depuis le début de cette pandémie. Alors, on plonge donc dans le premier sujet d'aujourd'hui qui est le sommeil. Alors, si on a un nom, un concept à retenir, c'est la mélatonine. Alors, explique-nous le rôle de cette hormone et comment elle agit sur le sommeil. Oui, effectivement. Donc, la mélatonine est une hormone à la base endogène. On la connaît comme supplément, mais il faut savoir que le corps en fabrique de la mélatonine. C'est fabriqué dans notre cerveau, mais à partir de notre exposition à la lumière. Donc, notre œil perçoit les variations de lumière et en fonction de cela, va produire de la mélatonine. Par contre, c'est sûr que maintenant, on n'est plus toujours soumis au cycle naturel de la lumière parce que on est beaucoup exposé, par exemple, aux écrans cathodiques, aux lumières artificielles et cela a un impact sur notre production endogène, donc à l'intérieur de nous, de mélatonine. Et ça devient un problème parce que si on est toujours entouré de lumière, le corps ne pense pas que c'est le temps de dormir et ne fabrique pas toujours sa mélatonine de manière efficace. L'autre point aussi, c'est que la mélatonine a un antagoniste dans notre corps qui est le cortisol. Donc, dans le temps normal, le cortisol s'élève le matin, ça nous donne un petit regain d'énergie qui nous permet de bien débuter notre journée. Et progressivement, au courant de la journée, le cortisol devrait diminuer, alors que la mélatonine, elle, va monter à mesure que la lumière diminue. Malheureusement, quand on vit beaucoup de stress, le stress va déclencher dans notre corps la production de cortisol, d'adrénaline aussi, mais beaucoup de cortisol. Et donc, le cortisol va avoir un effet antagoniste sur la mélatonine. Ça, c'est souvent ce qu'on va appeler le fameux tired but wired. C'est les gens le soir qui sont exténués, mais qui n'arrivent pas à tomber endormis. Et ça, c'est souvent parce que justement le taux de cortisol du stress de la journée est resté élevé, où on a des tracas pour ce qui va se passer demain, on est dans l'anxiété, et donc ça va empêcher la production efficace de mélatonine. En vieillissant aussi, naturellement, on produit moins de mélatonine. Les enfants produisent beaucoup plus de mélatonine. C'est pour ça que les enfants ont un cycle de sommeil de 10 heures et les personnes âgées, c'est peut-être pour ça que je dors pas longtemps, les personnes âgées ont des cycles beaucoup plus courts parce qu'ils ont moins de production de mélatonine. Donc, il y a des variations comme ça au cours de notre vie, selon notre cycle hormonal aussi, selon différents événements auxquels on est exposé. Donc, c'est pour ça que les suppléments de mélatonine existent parce que, évidemment, on veut optimiser la fabrication de mélatonine par notre corps, mais si on a des petits manques à gagner, des périodes occasionnelles de stress, des décalages horaires, eh bien, c'est extraordinaire d'avoir accès à des suppléments comme la mélatonine.
Alors justement, sur le décalage horaire, on sait qu'il y a beaucoup de voyageurs qui utilisent des suppléments de mélatonine. Pourquoi? De quelle manière? Ben d'abord, c'est qu'on revient aux fonctions, si on veut, de la mélatonine. Donc, la mélatonine est produite dans notre corps pour favoriser le sommeil, oui, mais elle est aussi impliquée dans les différents rythmes circadiens. Donc, on a une espèce d'horloge interne qui va contrôler, par exemple, notre cycle menstruel qui revient périodiquement. Donc, il y a plusieurs sécrétions hormonales dans notre corps, comme la production de l'hormone de croissance qui va arriver à partir de 10-11 heures le soir. Donc, on a des cycles naturels. On a une horloge endogène qui gère les différentes fonctions de notre corps de manière harmonieuse. Et ce qui arrive quand on se déplace d'un fuseau horaire à un autre, surtout si on dépasse comme 3 fuseaux horaires, c'est sûr que si on change d'une heure ou deux, c'est pas si mal, bien que on voit que le changement d'heure, souvent va affecter, entre autres, les enfants. C'est difficile de les mettre au lit à l'heure et tout. Donc, mais on dit qu'à partir de 3 fuseaux horaires, et surtout si on se déplace vers l'Est, eh bien, on a un décalage entre notre horloge endogène qui est habituée de se lever à telle heure et de sécréter les hormones à telle heure. Et là, tout d'un coup, on est déphasé par rapport à ça. Donc, une bonne façon de ça, c'est de commencer à prendre le supplément de mélatonine quelques jours, voire une semaine avant notre départ. Et le matin, on s'assure de s'exposer le plus possible à la lumière naturelle. Donc, on sort prendre une petite marche le matin parce que rappelez-vous que la sécrétion de mélatonine est affectée par la lumière qu'on perçoit. Donc, on s'expose à la lumière le matin, on prend notre mélatonine à l'heure à laquelle, normalement, on devrait dormir dans notre destination. Donc, ça nous aide à préparer le corps à ce changement de cycle et l'adaptation va être un petit peu moins brutale. D'accord. Alors maintenant, si on regarde les causes, tu l'as un petit peu mentionné, d'une perturbation du sommeil, parle-nous justement des causes qui peuvent être internes, mais aussi externes à notre corps, qui sont les plus fréquentes, qui jouent et qui vont avoir un impact sur notre sommeil. Oui, alors le stress pour moi, c'est vraiment, surtout depuis la dernière année, comme tu l'as mentionné, c'est vraiment celle que je vois le plus fréquemment en pratique clinique. L'exposition aussi aux écrans cathodiques, parce que justement maintenant, en plus, on travaille à la maison, donc il y a des gens qui se sont munis de plus gros écrans et tout pour travailler confortablement, mais l'impact, c'est aussi qu'on reçoit plus de ces émissions de lumière bleue de nos appareils. En fait, justement, faut faire attention, il existe des filtres pour cette lumière bleue parce que du temps des hommes et des femmes des cavernes, si on revient à la biologie évolutive, la lumière qu'on avait le soir, c'était les feux de camp. Donc, c'était une lumière dans les teintes de jaune orangé. C'était pas du tout une lumière bleutée. Donc, faire attention aussi à notre éclairage. Donc, en plus de ne pas s'exposer à nos écrans le soir, donc au moins 90 minutes avant l'heure qu'on veut aller dormir, essayer que les lumières de soir soient des lumières avec une teinte plus jaunâtre et non pas une teinte de bleu. Ça fait vraiment une différence. Donc, ça, c'est les causes là, vraiment les plus fréquentes. Après ça, c'est sûr qu'il y a le travail par quart, les gens qui doivent changer de quart tout le temps ou ceux qui travaillent carrément la nuit. Donc là, ils sont complètement à l'encontre de leur cycle naturel. Même si on s'y adapte, on reste toujours à l'encontre de ces changements. Il y a des études qui ont été faites à ce niveau-là, Aurore, très intéressantes pour des gens qui vivaient, par exemple, dans le pôle Nord et qui avaient donc très peu d'exposition à la lumière et qui recréaient. Et ce qu'on voit, c'est que même si on s'adapte à peu près, nos cycles endogènes, eux, veulent continuer à fonctionner en fonction de cette horloge interne qu'on a. Donc, le travail par cœur. Ensuite, bon, l'arrivée d'un nouveau bébé, hein, qui souvent va perturber. C'est plutôt la famille qui s'adapte au cycle du bébé, très souvent plus que l'inverse. Les cycles d'allaitement aussi peuvent interférer avec le sommeil. Donc, c'est les situations qu'on retrouve assez souvent. Chez les enfants, bon, c'est sûr que c'est le stress, mais des fois, c'est l'anxiété de performance ou des perturbations au niveau de la famille, des déménagements. Souvent, les enfants vont vivre un état d'anxiété intérieure et justement, ça augmente leur taux de cortisol, ils ont de la difficulté à tomber endormis. L'autre point aussi, bon, pas juste au niveau des enfants, mais disons que je le vois souvent au niveau des enfants. Tu sais, les enfants qui sont très difficiles dans l'alimentation et qui mangent pas de protéines. Hein, la mélatonine dans notre corps, elle est fabriquée à partir des protéines. Le corps va prendre le tryptophane, un acide aminé, des protéines, va le transformer en sérotonine, qui est l'hormone de la bonne humeur et de la joie, et ultimement en mélatonine, avec l'aide des vitamines du groupe B, entre autres, donc vitamine B, le magnésium. Donc, si on est très carencé
par exemple en protéines, par exemple en vitamine B ou en magnésium, ça va avoir un impact sur notre capacité aussi à produire la fameuse mélatonine, même dans les meilleures conditions, parce que ça prend des matières premières pour pouvoir fabriquer de la mélatonine. Je trouve ça super intéressant parce que, bon, moi j'ai un petit garçon de 4 ans qui a beaucoup de mal à dormir le soir. C'est peut-être à cause de son manque de protéines. Je sais que c'est un problème, le sommeil qui revient énormément dans les familles. Fait que tu viens peut-être de nous donner une clé Oui, et c'est sous-estimé, Orange, je le sais, parce que quand je fais des bilans alimentaires avec ma clientèle, bon, les femmes sont très, très souvent carencées. Tu sais, on recommande 0,75 à 1 gramme de protéines par kilo de poids corporel. Et habituellement, là, quand je fais un petit bilan sommaire, les gens consomment à peu près la moitié des protéines qu'ils doivent consommer. Surtout les femmes, on part le matin, des fois stressé, on se ramasse un muffin, il n'y a pas de protéines. Et donc, c'est problématique parce que le corps va aussi fonctionner par priorité. Et entre construire des os et supporter l'immunité et nous faire dormir, ben il va supporter notre immunité avant de nous faire dormir. Donc, c'est souvent le sommeil ou l'humeur qui va payer pour. Mais l'immunité est un autre point aussi. Tu sais, les gens cherchent beaucoup de choses ces temps-ci pour supporter leur système immunitaire. Ils veulent booster l'immunité. Mais l'immunité, il faut encore commencer par lui donner les matières premières dont le corps a besoin pour avoir un système immunitaire efficace. Et beaucoup des immunoglobulines sont faites à partir des protéines. Donc, l'enfant qui va manger juste les trucs transformés puis qui veut pas manger rien de protéines, c'est sûr que son immunité sera pas très bonne. Donc, je dirais, si un enfant a des troubles de sommeil, qu'en plus, s'il n'y a pas une immunité très performante, là, il faut définitivement regarder ce qui se passe du côté des protéines dans l'alimentation. Un petit truc rapide, on n'était pas là pour parler de ça, mais un petit truc rapide, parce que c'est un problème fréquent, c'est tout simplement de rajouter des poudres de protéines dans les smoothies. Donc, comme chez Aware, il y a un produit qui s'appelle le Advance Whey, qui contient 22 grammes de protéines par portion. Donc, déjà avec 22 grammes, si on consomme à peu près 40, ce que je vois très, très souvent, on est à 60 grammes, ce qui est déjà quand même plus près du 1 gramme par kilo de poids corporel. Et pour les enfants aussi, ça goûte bon, on fait le smoothie et c'est facile à leur donner. C'est sûr qu'on préfère toujours le donner du côté alimentaire, mais le temps de bien intégrer ces changements-là, on peut supplémenter sans problème. Très bon conseil. Alors justement, tu l'as un petit peu dit, les problèmes de sommeil, si je comprends bien, peuvent toucher tout le monde, hein, des hommes, des femmes, des jeunes, des plus âgés. Est-ce que tu as des statistiques à nous révéler là-dessus? Oui, oui, absolument. On a ça. C'est des statistiques qui datent quand même là un petit peu, mais on avait on va aller voir ça. J'ai imprimé en plus gros et maintenant, ça a changé de place dans ma feuille. Oui, donc on a 55% des femmes qui éprouvent de la difficulté à s'endormir et à rester endormies toute la nuit. Et on a 43% des hommes. Donc, c'est plus, bon, c'est les femmes, on a plus tendance à avoir le petit vélo qui tourne. Et c'est des statistiques de 2017 de Statistique Canada. Donc, c'est presque la moitié des gens, finalement, qui, peut-être pas de manière chronique, mais qui, à l'occasion, vont éprouver des problèmes de sommeil. Et ça va se traduire par une consommation accrue, évidemment, de médicaments de type hypnotique ou sédatif. Alors qu'il y a plein de solutions naturelles là, qui pourraient aussi faire le travail, mais des fois, les gens ne les connaissent pas bien. Donc, c'est bien qu'on fasse des petits webinaires comme on fait ce midi, des petites rencontres. Exactement. Alors, tu l'as dit, effectivement, d'avoir une mauvaise nuit de sommeil, c'est une chose, mais à long terme, les problèmes de sommeil peuvent avoir des répercussions absolument désastreuses sur la santé, sur notre espérance de vie, la dépression, l'obésité, le diabète, le cancer. Explique-nous Oui. pourquoi. Ben, en fait, c'est toujours à cause de cette question de la régulation de nos cycles internes. Donc, c'est pas juste le manque de sommeil, mais c'est le fait que quand on est mal aligné avec nos horloges internes, on produit moins de mélatonine. Et la mélatonine, elle a d'autres fonctions dans le corps qui sont au-delà de juste procurer une bonne nuit de sommeil. Elle a des fonctions qu'on découvre de plus en plus au niveau du système immunitaire, des propriétés antioxydantes, des propriétés anti-inflammatoires. D'ailleurs, mon article de mai dans Vitalité Québec parle des autres bienfaits de la mélatonine parce que justement, on la connaît pour les décalages horaires, mais on avait peut-être moins exploré cet aspect-là. Et il y a des études quand même qui perturbent beaucoup. Par exemple, une grosse étude danoise qui impliquait presque 19 000 femmes, qui a été réalisée entre 1964 et 1999, donc quand même aussi une étude sur le long terme. C'était des infirmières qui travaillaient de nuit et on a vu que leur risque de cancer du sein a augmenté de 40%.
40 Et ça, c'est énorme et c'est des statistiques qui ont été répétées dans différentes études. Et par exemple, on voyait que quand les gens vivent à la ville où il y a de la lumière toute la nuit, donc qui interfère avec notre production de mélatonine versus des gens qui vivent à la campagne où le soir, il fait vraiment sombre, il y avait des statistiques aussi au niveau du cancer du sein. Et bon, le cancer du sein est un exemple, mais au niveau des maladies cardiovasculaires aussi, il y a un impact. Il y a un organisme qui a considéré que la perturbation du sommeil ou le travail par cœur est qualifié en tant que cancérogène probable pour l'homme, soit qu'on appelle du groupe 2A. Ça a été qualifié par le Centre international de recherche sur le cancer. Donc, c'est des trucs affiliés avec l'OMS et tout ça, donc des trucs très sérieux. Et on considère donc que ce travail par cœur est assez nuisible au niveau de la santé pour être considéré comme un cancérogène probable. Donc, ce n'est pas rien, c'est pas anodin, c'est pas juste que vous allez être fatigué le lendemain. C'est normal, on a tous à l'occasion des mauvaises nuits. Des fois, c'est avec notre cycle menstruel. Postpartum, c'est normal qu'il y ait des périodes d'adaptation, mais si vous voyez que le problème semble perdurer ou si vous êtes pris justement dans un emploi où vous devez travailler par cœur, où vous devez travailler la nuit, là, ça va être particulièrement important de pallier à cette situation avec un apport externe de mélatonine. Parfait. Alors, on a quelques questions pour toi, Chantal. Je rappelle, parce que Oui. je vois que les gens arrivent aussi au fur et à mesure. Ah, Écrivez-nous, mais si vous n'avez pas de questions, c'est pas grave. Écrivez-nous juste un petit commentaire, un petit emoji pour qu'on sache que vous êtes là. Et puis, on fait tirer un très, très bel ensemble cadeau d'Aware. Donc, si on n'a pas vos noms, vous ne pourrez pas être dans le tirage. Donc, mettez-nous un petit coucou. On a une première question de Mélanie qui nous dit « Un manque de sommeil peut-il jouer sur 1. La prise de poids et 2. L'irritabilité ?» L'irritabilité, premièrement, ça c'est certain. Et comme je le mentionnais, la même voie métabolique qui nous permet de fabriquer la mélatonine, c'est la voie qui fabrique la sérotonine. Donc, très souvent, le problème part de la base. Alors, vérifiez est-ce qu'on a suffisamment de protéines dans l'alimentation. Deuxièmement, est-ce qu'on les absorbe? Parce que si on prend des médicaments qui bloquent l'absorption des protéines, comme les inhibiteurs de pompe à protons, les médicaments antiacides, eh bien, vous mangez peut-être des protéines, vous les absorbez peut-être pas. Ensuite, on parlait que les cofacteurs sont les vitamines du groupe B, le magnésium. Donc, si vous en avez pas assez, vous avez peut-être des protéines, mais vous n'arrivez pas à fabriquer votre sérotonine, ce qui vous donne de l'irritabilité et de la mauvaise humeur et la tendance à l'alarme plus facile. Et ça va se manifester aussi par un problème au niveau du sommeil. Et pour la prise de poids, oui, il y a plusieurs études qui en font mention. En fait, comme on a mentionné, c'est que la mélatonine est antagoniste avec le cortisol. Donc, quand on dort moins et qu'on a moins de mélatonine, le cortisol est plus élevé et le cortisol est associé avec la prise de poids. Et c'est un poids qui est très malsain, en fait, le poids qu'on prend à cause du cortisol, parce qu'en général, ça va être un gras abdominal. Et donc, c'est un type de gras qui va fabriquer plus de cytokines pro-inflammatoires. Donc, quand on prend du poids au niveau du ventre, on a souvent plus d'inflammation dans notre corps, ce qui peut se manifester par des troubles articulaires, etc. Donc, oui, absolument, les deux sont reliés. Oui. Ok. Alors, on a Isabelle qui nous fait coucou, Véronique, Francine, Karine. On a une question d'ailleurs de Karine qui nous dit d'abord, quel type de protéines je peux prendre le matin si on ne veut pas de protéines animales? Ouais, ça, c'est vraiment une question, tu sais, de choix personnel. C'est sûr que c'est très difficile d'arriver à 0,75 à 1 gramme de protéines par kilo de poids corporel en prenant juste des protéines végétales. Puis après ça, en plus, il faut voir ce que la personne est avec gluten, sans gluten, etc. Donc, c'est sûr qu'on va aller à ce moment-là vers les graines, les noix, les graines de chia, par exemple. Ça va être plus ce genre de substances-là, ou les poudres protéinées à base de protéines végétales aussi qu'on peut rajouter. Mais c'est sûr que les substituts, par exemple, les yogourts faits à base de plantes et tout ça, n'ont pas du tout la même quantité de protéines, malheureusement. Donc, c'est des alternatives, oui, c'est vrai d'une manière, mais en termes de contenu nutritif, c'est difficile. Faut vraiment faire un effort conscient parce qu'honnêtement, comme j'ai beaucoup de naturopathes dans ma pratique, je vois souvent des gens qui sont des végétariens, des végétaliens, et le problème des protéines est un problème récurrent. Ouais. Donc, c'est pas évident. Il faut vraiment focusser là-dessus, s'imprimer des feuilles de sources de protéines, mais en général, c'est ce que les gens vont faire, des petits puddings de chia le matin, rajouter des noix, des amandes, essayer d'augmenter le contenu et au besoin rajouter des protéines végétales.
Super. en poudre. Là. Ouais. Bon, merci. Merci Chantal. Pardon. Alors, on va continuer. Donc, au niveau des solutions, tu l'as un petit peu dit. Donc, il existe évidemment des solutions plus naturelles que des médicaments. Justement, est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu comment fonctionne le Dual Cap? Oui, absolument. Juste peut-être un petit mot justement sur les médicaments, parce qu'on a passé un peu rapidement, mais vous savez, les médicaments somnifères, ils ont des effets secondaires, entre autres sur la cognition. Le fait aussi que des fois, les gens, le matin, vont être encore un petit peu sous l'effet du somnifère et évidemment, ça peut causer des risques d'accidents, de blessures. Mais au niveau des personnes âgées, ces médicaments-là ont des conséquences assez désastreuses. Donc, c'est vraiment autant que faire se peut. Je sais que des fois, les gens sont dans des conditions un peu complexes, mais essayer le plus possible d'aller chercher, même si les gens sont très médicamentés, vous savez, on peut augmenter les protéines, on peut augmenter le complexe B, on peut augmenter le magnésium, même dans des personnes polymédicamentées, même dans des situations où les gens vivent en institution. Mais il faut essayer le plus possible de régler le problème naturellement et de ne pas en plus rajouter ce médicament si ça peut être évité. Alors, le Dual Cap, d'abord, je vais vous montrer, je ne sais pas si on voit, je vais essayer de l'approcher un petit peu de l'écran. C'est très, très intéressant comme mécanisme. En fait, on l'appelle le Dual Caps parce que c'est une double encapsulation. Donc, dans la première couche, on a un gel, donc c'est une mélatonine qui a été gélifiée, et on a comme une autre capsule à l'intérieur qui contient des petites billes miniatures, des micro-billes de mélatonine. Alors, ce que ça fait, c'est que la mélatonine va être libérée en 2 étapes, en 2 temps. Donc, le pot a l'air de ça. Et pourquoi c'est nécessaire? C'est que la durée de vie de la mélatonine, bon, évidemment, chaque personne métabolise à un rythme qui est différent, mais d'une manière générale, la durée de vie de la mélatonine, c'est 1h30 à 2 heures. Donc, il en reste un petit peu, des petits résidus pendant un petit peu plus longtemps, mais typiquement, les gens qui la prennent à 10 heures le soir se réveillent à 2 heures du matin. Et là, à 2 heures du matin, dépendamment à quelle heure on se réveille, on n'ose pas toujours en prendre une deuxième. Et donc, c'était problématique. Et c'est pour ça qu'AOR a conçu ce produit qui est très, très innovant de combiner 2 types de livraison de la mélatonine. Alors, on a une première étape avec le gel et à mesure que le corps métabolise cette forme de mélatonine, il y en a une deuxième forme qui arrive qui permet d'étendre la durée de vie jusqu'à 5 heures. Donc, encore une fois, avec les petits résidus qui nous restent après, ça peut nous amener plus facilement vers 7 heures ou 8 heures de sommeil selon la vitesse de notre métabolisme. Donc, c'est un produit, j'ai hâte de voir, c'est tout nouveau. On n'a pas encore eu beaucoup de feedback, là, de réponses de la part de la clientèle. J'ai hâte de voir si les gens vont apprécier parce que c'était souvent la petite plainte qu'on avait par rapport à la mélatonine, c'est que ça marche bien, mais ça dure pas longtemps. C'est ça, génial. Alors, si on fait un lien, Chantal-Anne, avec la pandémie qu'on traverse actuellement, donc de la COVID-19, la mélatonine pourrait vraiment avoir un impact intéressant et être une alliée finalement de choix dans cette lutte contre la crise. Explique-nous un petit peu pourquoi. Ben, on le sait tous que quand, par exemple, on manque de sommeil, on est plus vulnérable. Hein. On le sait là que quand on a eu des périodes de stress intense au travail, on a moins bien dormi. Très souvent après, on va attraper le rhume, notre immunité va être affectée. Pour les raisons qu'on expliquait tout à l'heure, c'est que la mélatonine a un impact positif en termes d'antioxydants, d'anti-inflammatoires, mais aussi de modulateurs de l'immunité. C'est pour ça que dans des protocoles de gens, par exemple, qui ont le cancer du sein, entre autres, on va rajouter la mélatonine parce qu'elle vient moduler l'immunité, c'est-à-dire que quand l'immunité est déficiente, la mélatonine va la normaliser à la hausse. Et si au contraire, on a, par exemple, beaucoup d'inflammation, parce qu'on a tendance à l'oublier, mais la cascade inflammatoire, ça fait partie de notre processus immunitaire. Le corps se défend grâce à l'inflammation, mais c'est quand l'inflammation devient chronique que c'est problématique. Alors, quand on a une inflammation chronique d'installer, eh bien, l'immunité est en hyperactivité et à ce moment-là, la mélatonine va aider à calmer tout ça. Donc, parce que ça vient normaliser à la hausse ou à la baisse l'immunité, ça va avoir des propriétés intéressantes et aussi parce que ça favorise notre sommeil. On sait qu'on va être plus en forme pour faire face
si on doit faire face au virus. Il y a aussi une équipe de chercheurs canadiens de l'Université de Toronto qui ont fait une étude carrément chez les patients COVID et ils ont trouvé ils ont fait une étude là, et en 2 mots, la conclusion, c'était que la mélatonine pouvait servir de médicament adjuvant dans le traitement de la COVID parce que ça modulait justement les effets secondaires et les conséquences de la COVID. Donc, c'est quand même intéressant. On n'est pas en train de vous dire que vous allez vous sauver de COVID en prenant de la mélatonine, mais on vous dit ça va supporter votre immunité et si vous devenez symptomatique de COVID, eh bien, ça peut aider à mitiger l'impact de COVID. On sait que ce qu'on veut essayer d'éviter en ce moment aussi, c'est de se rendre à l'hôpital si on peut éviter. Donc, on pourra peut-être pas éviter d'être exposé au virus et de l'attraper, mais si on peut avoir des moyens de mitiger ses effets, minimiser l'impact, eh bien, ça désengorge aussi le système hospitalier. Hein. Effectivement, tu as dit quelque chose de très, très important, Chantal, puis je veux vraiment le répéter. On n'a vraiment jamais dit que la naturopathie ou tout ce qui était naturel permet d'éviter d'attraper la Covid. Hein. Jamais, jamais. Par contre, ce qu'on dit, c'est qu'effectivement, en renforçant notre système immunitaire, on peut mieux passer à travers si jamais on l'attrapait. Donc ça, c'est vraiment un point, je pense, très important à souligner. C'est important. Aussi, ben, on parle beaucoup de maladies. On a eu cette conversation-là, toi et moi ensemble. On parle beaucoup de maladies depuis 1 an, mais on n'a pas beaucoup parlé de santé. Et moi, je tiens à le rappeler que, tu sais, c'est quand même les gens qui attrapent COVID, c'est quand même 99,98% des gens qui survivent. Hein? Et ça, c'est en comptant, bon, les gens au début qui sont morts, les gens plus fragilisés, malheureusement, qui nous ont quittés. Mais il faut se rappeler qu'on a un système immunitaire aussi. Et donc, oui, les virus font partie de notre environnement. Il y a 10 à la 31. Ça, c'est 10 avec 31,0 virus qui nous entourent à tout moment. Et la raison pour laquelle on survit à ça, c'est parce qu'on a un système immunitaire. Mais notre système immunitaire, il dépend de beaucoup de choses dans notre environnement parce que on en parle, hein, il y a 2 branches de l'immunité. On a l'immunité innée et l'immunité adaptative. Donc, le système immunitaire, c'est la réponse à l'environnement. Donc, le fait aussi d'être exposé à des bactéries, à des virus, ça construit notre immunité. Et si le système immunitaire a tous les nutriments dont il a besoin, généralement, il va répondre de la manière adéquate. Donc, et ça, c'est important de s'en rappeler qu'on n'est pas juste des victimes, il y a des choses qu'on peut faire pour faire face aux virus qui nous entourent, mais pas juste les virus, au cancer, à toutes les choses auxquelles on est soumis en tant qu'être humain, mais il faut se rappeler que l'immunité, elle est là, c'est notre allié, elle nous a toujours défendus jusqu'à maintenant, et donc il faut mettre toutes les chances de notre côté. Et après ça, bon, il y a d'autres moyens, mais il faut déjà faire la partie. La même chose quand je vous parle de la mélatonine. Je vous parle que ça prend des protéines, ça prend des vitamines B. Donc, on va pas remplacer l'alimentation, le mode de vie par des suppléments. On va pas remplacer les interventions médicales par les suppléments, mais ça vient complémenter toutes les choses qu'on fait pour être en bonne santé, tout ce qu'on fait pour mettre les chances de notre côté. L'autre chose qu'il faut pas oublier aussi, parce qu'il y a beaucoup de questions de vaccins ces temps-ci, mais le vaccin repose aussi sur notre immunité parce que, en fait, il vient stimuler la réponse immunitaire du corps. Donc, on n'est pas exempté de faire ce qu'il faut pour notre immunité parce qu'on prend un vaccin. Il faut quand même tout faire ce qu'on doit faire, entre autres bien dormir, avoir suffisamment de mélatonine, manger des protéines, mais faire ce qu'il faut pour notre système immunitaire. Donc, et ça va juste potentialiser notre réponse, non seulement au virus, mais au vaccin et aux traitements, aux autres traitements qu'on fait. Donc, encore une fois, c'est une question de complémentarité de tout ça. Tous ces outils sont là. C'est merveilleux de vivre à cette époque parce que tous ces outils sont là, toutes ces connaissances sont là et on peut faire des choix parmi tout ça et on peut mettre les chances de notre côté. Oui, exactement. Ça fait une belle conclusion à notre premier sujet aujourd'hui. Merci, Chantal. Alors, le deuxième sujet, c'est la bonne haleine, hein, un microbiote sain. Il faut savoir que l'halitose, donc la mauvaise haleine, affecte quand même 1 personne sur 4 dans le monde. Et c'est la 3e raison la plus courante pour laquelle les gens ont recours aux soins dentaires. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce phénomène?
Oui, bien sûr, parce que, bon, c'est sûr, on est des êtres sociaux, un petit peu confinés ces temps-ci, mais en général sociaux. Donc, c'est sûr qu'on se soucie de notre haleine et on oublie d'en parler. On a comme découvert le microbiote intestinal dans les 10 dernières années, mais on n'a pas juste un microbiote intestinal, on a un microbiote au niveau de notre peau, on en a un au niveau de notre bouche également. Et lorsqu'il y a des perturbations dans ce microbiote buccal, eh bien, ça peut produire des mauvaises senteurs et qu'on appelle la litose et donc ça dérange et puis les gens veulent aller vérifier qu'est-ce qui se passe. Et effectivement, des fois, ça peut être signe qu'il y a des caries, mais pas tout le temps. Des fois, c'est un problème au niveau de la production d'acide chlorhydrique dans notre estomac, parce que si les aliments sont pas bien digérés, qui séjournent trop longtemps dans l'estomac, ça va aussi commencer le processus de putréfaction et dégager des odeurs. Donc, c'est pas toujours un problème de caries, mais c'est un problème qui va souvent attirer notre attention parce que c'est dérangeant. Et en plus d'être dérangeant, ben c'est sûr que notre microbiote buccal, c'est aussi notre première barrière de protection parce que les virus et les bactéries, ils rentrent par nos orifices, donc ils rentrent aussi par notre bouche. Et plus notre microbiote buccal est en bon état, plus on a des chances, en fait, de se protéger contre ce qui nous entoure. Donc, c'est au-delà de la mauvaise haleine. Et aussi, bien, si on a, par exemple, justement des trucs dans l'alimentation qui sont, il en arrive des bactéries aussi du côté alimentaire, eh bien, ça va moins permettre que ces bactéries, comme E. coli, par exemple, puissent s'installer si on a un microbiote buccal qui est en bonne santé. Les enfants, entre autres, qui ont tendance à beaucoup avoir d'otite, bon, c'est sûr que ça peut être en lien avec des intolérances alimentaires, mais si, par exemple, on voit qu'à chaque fois que l'enfant rentre dans un nouvel environnement, il y a quelque chose qui se passe, ça peut être une très bonne idée, donc, de supplémenter avec un produit comme le Fresh Biotics, qui est donc un probiotique, mais de souches qui ont une affinité pour la bouche. Tu sais, il y a au moins 700 souches de bactéries qui ont été identifiées dans notre bouche. Donc, il y a tout un univers vivant, grouillant dans notre bouche. Et donc, on a, la personne moyenne en a 2 à 300, donc pas toutes les 700 souches, mais on en a 2 à 300 espèces différentes dans notre bouche. Et donc, c'est l'équilibre en ces différentes bactéries, exactement comme au niveau de notre microbiote intestinal, mais c'est l'équilibre dans ces bonnes bactéries qui va faire d'abord qu'on va être en bonne santé, parce que 70% de notre immunité se trouve le long de notre tube digestif, incluant notre bouche. Donc, c'est très important pour notre immunité d'avoir un microbiote buccal et intestinal en bon état, au-delà de juste la question de la mauvaise haleine, mais qui est quand même un vrai problème aussi pour les gens qui en sont affectés, là. Exactement. Alors, on a une question de Mélanie qui nous dit, Oui. est-ce que le jeûne peut donner une mauvaise haleine? Oui, c'est une très, très bonne question parce que, en fait, c'est le but du jeûne. Pas d'avoir la mauvaise haleine, mais de détoxifier. C'est parce qu'il y a tout simplement une détoxification accrue. Et c'est sûr que la bouche fait partie des portes de sortie. Très souvent, on va avoir, par exemple, un dépôt qu'on dit un dépôt sabural, une espèce de dépôt blanc au niveau de la langue chargée le matin. C'est un signe que le foie est engorgé. C'est un mécanisme de détoxification. Il y a pour ça des techniques de brossage de langue, par exemple, de oil pulling aussi, là, je ne sais pas la traduction française, mais qui nous vient de la tradition ayurvédique, où on fait une espèce de lavage de la bouche avec de l'huile de coco. Tout simplement, on mâche et on fait circuler l'huile de coco et ça va absorber les toxines qui sont dans la bouche et on rejette après tout simplement. Donc, c'est une bonne façon de maximiser les bienfaits du jeûne, en fait. Oui. Oui. Et C'est, vas-y. Oui, Vas-y. c'est que justement, le but du jeûne, c'est de, quand on donne une pause au système digestif, ça permet que le foie peut se détoxifier de manière plus intense. Le foie est toujours en train de travailler à nous détoxifier, mais le fait de lui donner une pause, comme ce que je fais avec la cure de jus, c'est qu'à ce moment-là, il peut se focusser sur détoxifier les toxines qu'on accumule au courant de l'année dans notre corps. Et donc, ces toxines-là, bien évidemment, c'est des métabolites en train d'être éliminés dans notre corps. C'est pas des choses qui ont nécessairement bonne odeur. Donc, c'est une bonne chose qu'on puisse les éliminer. Donc, c'est en fait un très bon signe. C'est pas agréable, mais c'est un très bon signe qu'il y ait des mauvaises odeurs. Ça veut dire que le corps est en train de faire son travail de détox. Et les bains de bouche, est-ce que tu recommandes ça?
Ça dépend de quelle façon on les fait. Donc, il faut vraiment voir, parce que en fait, ça, c'est un très bon point, Aurore, par exemple, au niveau des rince-bouches. Les gens qui prennent des rince-bouches, disons, commerciaux, d'abord, ils contiennent entre 30 et 40 d'alcool. Donc, même si on se rince la bouche avec, on en absorbe une certaine quantité. Il y a beaucoup de colorants artificiels dedans, entre autres colorant rouge numéro 5, qui est très, très nocif. Des sucres également, c'est bourré de sucre pour donner des bons goûts. Donc, il y a des saveurs, des couleurs artificielles. Et ben, vous savez, la personne moyenne, là, je ne sais pas si tu avais déjà entendu probablement parce que tu es très impliqué dans notre milieu aussi, mais on apporte à l'intérieur de notre corps environ 112 produits chimiques différents qui proviennent de 10 à 12 produits cosmétiques qu'on utilise à tous les jours. Et les femmes me disent, ouais, mais moi, je me maquille pas. Non, mais même si tu te maquilles pas, il y avait le shampoing, le conditionnaire, le savon pour la douche, etc., etc. Et donc, on s'expose à 112 toxines juste à travers les produits de soins quotidiens. Alors, si en plus on rajoute un rince-bouche avec plein de trucs moins souhaitables à l'intérieur, eh bien, c'est une autre façon qu'on va accumuler des toxines, mais aussi qu'on va perturber justement le fameux microbiote de notre cavité buccale parce que l'alcool et ces substances-là vont déranger nos bonnes bactéries à l'intérieur de notre bouche. Donc, à court terme, ça nous procure une bonne haleine, mais ça a un effet, en fait, qui va contribuer à la mauvaise haleine parce que ça va perturber nos bonnes bactéries. Donc, c'est pas une bonne idée. Alors, ça dépend vraiment de quel bain de bouche on va parler. Peut-être, si vous voulez rajouter des détails par rapport à ce que vous mettez dans le bain de bouche, si c'est un gargarisme avec de l'eau, du sel ou des hydrolats, par exemple. Hein. Les hydrolats faits à partir des résidus d'huile essentielle, ça peut être très intéressant avec des belles propriétés aussi, par exemple antibactériennes et tout ça. Et les huiles essentielles et les hydrolats, les produits naturels en général sont des produits intelligents, c'est-à-dire qu'ils vont s'adresser aux mauvaises bactéries, mais ils vont renforcer, préserver nos bonnes bactéries. Donc, ça n'aura pas l'effet négatif d'un rince-bouche qui contient un antibactérien chimique, par exemple. Mm-hmm. Super. Alors, il y a Karine qui nous dit d'ailleurs un rince-bouche avec des hydrolats, c'est génial. Effectivement, Karine. Excellent, excellent. Il y a Francine qui nous dit, pouvez-vous s'il vous plaît redonner le nom du produit pour microbiote? Donc, c'est le Fresh Biotics. Peut-être si tu nous donnais quelques indications sur ce produit. Oui, le voici. Alors, c'est des petites pastilles avec un goût mentholé. Tout simplement qu'on peut croquer ou qu'on peut laisser fondre un petit peu dans la bouche. C'est très agréable, hein, plutôt que de prendre justement des menthes d'origine commerciale avec encore une fois du menthol artificiel dedans et tout, ben vous avez les mêmes bienfaits, la même sensation rafraîchissante de prendre une menthe commerciale, mais avec 3 souches de bactéries à l'intérieur. Je peux vous les nommer, c'est des bactéries qu'on connaît un peu moins, c'est pas les acidophilus qu'on a habituellement dans les produits pour l'intestin. Donc, on a le Lactobacillus plantarum, le Lactobacillus brevis et le Pediococcus acidilactici. OK? Donc, Fresh Biotics, c'est plus facile. Donc, c'est vraiment 3 souches qui ont une affinité pour la bouche parce qu'évidemment, en fonction du pH, en fonction de la température, etc., il y a des bactéries qui vont favoriser certains endroits de notre corps. Donc, ça, c'est des souches qui sont au niveau buccal, donc qui vont vraiment rester plus dans notre bouche où on veut finalement qu'elles soient pour pouvoir nous protéger. Donc, c'est une bonne idée. Une bonne idée aussi, je dirais, une autre application qui serait intéressante, c'est quand on doit avoir des traitements chez le dentiste. C'est sûr que c'est très intrusif, il faut les faire là, à un moment donné, mais c'est quand même très intrusif. Et surtout si on a, par exemple, des fameux plombages, parce que faut quand même être conscient que ces trucs-là ont une charge, hein, c'est des métaux, donc qui ont une charge positive ou négative qui peut déséquilibrer le pH de notre bouche et donc avoir un impact sur notre microbiote oral. Donc, ça serait une autre application là, dès qu'on sort de chez le dentiste de faire, surtout si on a eu des traitements. Bon, si c'est juste un nettoyage, c'est pas si mal, mais si on a eu des traitements, de vraiment peut-être se faire une petite bouteille. Et sinon, on les garde à la maison et puis on les prend au besoin si on sent pas le besoin de les prendre tout le temps. Mais pour quelqu'un qui a vraiment un problème de mauvaise haleine, là, ça va être important de vérifier justement si la digestion se passe bien, s'il y a peut-être des médicaments qui bloquent justement la production d'acide. Et là, il faudrait le prendre de manière plus récurrente, là, à raison de 2 ou 3 par jour pendant quelques temps, histoire de bien réimplanter, réinoculer les bonnes bactéries au niveau buccal.
super. Alors, toujours pour revenir au rince-bouche, oui, je dis Oui, bain de bouche, parce qu'en France, on dit bain de bouche, mais ici, effectivement, c'est rince-bouche. Karine nous dit qu'elle ajoute aux hydrolats donc, de l'hydrase du Canada. Parlons un petit peu excellent. justement de l'hydrase. Oui, ben, l'hydrase, c'est une belle plante justement canadienne qui est connue pour ses propriétés antibactériennes, mais également qui supporte l'immunité. De manière ancestrale, par exemple, les Autochtones l'utilisaient justement pour les cancers, mais aussi pour des trucs comme les rhumatismes. Les rhumatismes, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la polyarthrite rhumatoïde et l'arthrose, mais donc toutes les douleurs articulaires, les gens ici appelaient ça les rhumatismes. Peut-être, je ne sais pas en France, Aurore, si tu étais familière avec ce terme, mais ici c'est très fréquent, même des fois les personnes plus âgées vont utiliser ça. Donc, les Autochtones utilisaient beaucoup l'hydrasse, donc aussi pour ça. Donc, c'est une plante, en fait, encore une fois, qui va normaliser. C'est ça aussi, quand je vous disais, l'intelligence des produits naturels, des plantes, des huiles essentielles, c'est que c'est pas un principe actif isolé, c'est des synergies de principes actifs. Donc, il y a toujours dans une plante, comme dans un être vivant, des trucs qui vont stimuler, des trucs qui vont calmer. Donc, dans la plante, ben, comme il y a plusieurs principes actifs, il va y avoir des principes actifs qui vont supporter l'immunité et d'autres qui vont calmer l'immunité. Donc, l'hydrasse, c'est une de ces plantes qu'on utilise justement dans les cas d'infection, entre autres les infections urinaires. C'est une plante connue avec la verge d'or dans nos plantes locales là, pour les infections urinaires. Donc, c'est vraiment une plante antibactérienne. La seule chose, c'est que quand on utilise des trucs comme ça, même si je dis que les plantes ont des propriétés équilibrantes et sont intelligentes, c'est quand même toujours bien de les alterner, de pas toujours utiliser les mêmes plantes parce que justement, il y a comme une espèce de phénomène de tolérance parce que s'il y a des bactéries moins souhaitables dans notre bouche et qu'on utilise toujours juste un petit peu d'hydrasse, pas assez vraiment pour s'en défaire, mais toujours un petit peu, il va y avoir une espèce de résistance ou de désensibilisation qui peut s'installer. Alors, c'est toujours une idée intéressante de faire des pauses ou d'alterner quand on utilise des produits comme ça. Super. On a deux derniers commentaires. On a Gaston qui nous dit qu'il vient de nous rejoindre sur le live. Alors, bonjour Gaston. On a Content Karine. d'avoir un homme. Oui, hein, c'est rare, écoute. On a Karine qui nous dit une bonne immunité se construit via le système lymphatique, mais hélas, on n'en parle presque jamais. C'est totalement vrai. Et je suis une fanatique de la lymphe parce que, bon, j'ai eu une césarienne, mais j'avais eu des opérations gynécologiques aussi. Et j'ai constaté pour moi-même que les drainages lymphatiques sont un must dans ma vie. Dès que je passe 2 ou 3 semaines, si je saute une semaine, j'en ressens tout de suite l'impact. Et c'est absolument vrai. C'est que le système lymphatique, en fait, c'est un petit peu les ébouts de notre corps parce que le corps veut toujours ramener la circulation sanguine, le pH sanguin, entre 7,35 et 7,45. Et donc, quand il y a trop de toxines qui s'accumulent, eh bien, il va les envoyer dans la lymphe, ce qui va lui permettre de ramener son pH à 7,35, 7,45. Donc, la lymphe ramasse un petit peu tout cet excédent de toxines. Et contrairement à la circulation sanguine qui jouit des battements cardiaques pour se faire stimuler, la lymphe dépend de la mobilité physique. Donc, on le sait, depuis une année, c'est vraiment un défi de rester actif avec les différentes contraintes. Et donc, justement, la stagnation de la lymphe, elle est très, très, très présente. Alors, il faut bouger pour la stimuler. Il faut, bon, soit recevoir des drainages lymphatiques, mais minimalement bouger. Il faut aussi boire de l'eau. Il faut boire de l'eau parce que la plupart des gens sont déshydratés et ça a un impact sur notre lymphe. Donc, c'est le réservoir de toxines, mais la lymphe, c'est aussi où voyage notre immunité. L'immunité voyage pas juste dans la circulation sanguine. Nos réservoirs, comme par exemple les amygdales et tous nos différents ganglions, sont des réservoirs de globules blancs, de cellules de notre immunité. Donc, c'est pour ça qu'on a toujours des ganglions près des orifices, parce qu'il y a des réservoirs, c'est comme des petits soldats, des bataillons qui sont prêts à lancer l'attaque, et donc ils voyagent dans le système lymphatique. Alors, c'est vrai que la lymphe est absolument cruciale à notre immunité. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas. On n'en parle pas parce que je pense, tu sais, on va parler de l'ostéoporose parce qu'il y a des médicaments, il y a des suppléments. Mais il n'y a pas vraiment de médicaments et suppléments pour la lymphe. Oui, il y a des tisanes qu'on peut prendre, des trucs comme la bardane qui ont une action purifiante. Mais ultimement, c'est vraiment le mouvement ou les drainages lymphatiques et le fait de boire de l'eau qui vont favoriser la lymphe. Donc, c'est pour ça peut-être qu'on a moins tendance à faire des webinaires là-dessus et tout ça parce que
on n'a pas de produits à suggérer en lien avec la lymphe. C'est malheureux, mais c'est ça qui est ça, pareil. Donc, oui, absolument d'accord. Et le dernier commentaire, c'est de Véronique qui dit qu'elle adore ton discours lorsque tu as dit depuis des mois, on parle beaucoup de maladies et très peu de santé. C'est vraiment ce que je déplore. Et si on parle dans le sujet de la censure, on en a pour une autre heure. On pourra peut-être faire un autre webinaire sur le sujet. Invitera, Chantal. C'est une aventure risquée de parler de santé depuis la dernière année. Bon, Aurore connaît bien les hauts et les bas de mon parcours, mais c'est très difficile. C'est très, très difficile pour toutes sortes de raisons politiques dont je pourrais parler, mais c'est vrai. C'est vrai que le discours sur la santé est étouffé et que les gens qui prônent ce discours sont censurés de différentes façons. Vous savez tous qu'il y a des censures des GAFAM, là, des grands médias sociaux qui sont à l'œuvre. Et donc, ça rend la diffusion de l'information très difficile. Et puis, différents médias aussi qui, pour ne pas perdre certaines commandites et tout, vont censurer notre discours. Et comme on a moins de liberté de mouvement, ben on n'a plus beaucoup de plateformes non plus où on peut s'exprimer. Alors, pour toutes ces raisons, on est encore là. Je peux vous dire qu'en privé, et d'ailleurs, je veux souligner par l'occasion le travail des naturopathes et des conseillers en produits naturels qui ont fait un travail extraordinaire au cours de la dernière année. On est toujours bon, mais dans la dernière année, on a fait un travail extraordinaire qui a passé complètement sous le radar. On a parlé beaucoup des gens en milieu hospitalier et avec raison, mais on a complètement oublié que les naturopathes sont là depuis le début et on est souvent la première porte, on se ramasse à faire de la première ligne parce que, vu la situation dans les hôpitaux, les gens n'osent pas aller et ils se tournent vers nous parce qu'on est facilement accessible dans les magasins ou sur Facebook ou parce qu'ils ont nos numéros de téléphone, parce qu'ils sont nos anciens patients. Et on a fait beaucoup de soutien psychologique, même si on n'est pas des psychologues de formation, mais les gens avaient besoin de parler de ce qu'ils vivaient. Les gens avaient justement besoin d'informations sur qu'est-ce qu'ils pouvaient faire pour supporter leur immunité naturellement, pour mettre les chances de leur côté. Et donc, on a été présents tout au long. Malgré les censures, malgré tout ce qui s'est passé. Et ça, je veux vraiment le souligner, puis lever mon chapeau à tous mes collègues qui sont en magasin, entre autres, parce que la situation est pas évidente et qui doivent porter le masque et tout ça. Donc, bravo à tout le monde. Là, et puis, n'hésitez pas, vous savez, ça va être la semaine de la naturopathie, justement, parce que notre profession, du fait qu'elle n'est pas encadrée par un ordre professionnel, il y a toutes sortes de gens qui se prétendent naturopathes. Donc, il y a des gens qui ont eu des mauvaises expériences. Si c'est votre cas, je vous invite à visiter une association comme l'ANAC et faire affaire avec des vrais naturopathes et donner une deuxième chance si vous n'avez pas eu une bonne expérience. Puis, expérimentez-le pour vous-même. C'est sûr qu'il y a des médias qui sont financés par certaines industries qui ont des choses à gagner de faire des gros titres avec des gens qui sont jamais des membres de notre association. Hein. Chaque fois que vous voyez des grosses nouvelles dans les journaux avec les naturopathes, c'est jamais des membres de l'ANAC. Alors, mais il y a des gens qui ont des choses à gagner de faire ce travail de salissage-là. Donc, allez aux vraies personnes, aux vraies sources et puis donnez-vous une chance d'expérimenter pour vous-même. Et puis, vous savez, moi, je vis depuis 22 ans à pratiquer la naturopathie. Je suis pas la seule. Ça doit être parce qu'on fait quelque chose de correct quelque part qui aide les gens. Donc, c'est sûr que c'est un travail participatif. Tu sais, c'est pas comme tu vas chez le médecin, tu reçois un médicament. Des fois, tu n'as pas beaucoup de changements à faire. C'est sûr que vous devez vous engager dans votre processus. C'est comme si vous allez au gym, vous achetez une inscription pour l'année, mais vous n'allez pas au gym après, vous n'aurez pas les résultats, vous n'aurez pas l'air de Monsieur Univers. Mais si vous vous impliquez dans votre démarche, vous allez avoir les résultats qui sont conséquents avec votre démarche. Mais encore faut-il faire affaire avec des gens compétents. Donc, mais oui. Alors, oui, on parle pas autant de santé qu'on voudrait. Merci d'ailleurs, Aurore et Vitalité Québec de continuer d'être là. Vitalité Québec qui est un phare depuis quoi, 27 ans maintenant? 27 ans. 27 ans, qui guide les Québécois avec des articles de qualité, qui vraiment fait un travail impeccable. Et puis maintenant, avec le portail en ligne, c'est génial aussi parce que les gens ont accès à nos articles, peu importe où ils sont. Et à toi, Aurore, d'avoir pris cette belle initiative de nous donner des plateformes via les midis avec toi pour répandre le message de la santé, justement.
Bah, merci Chantalane, puis je rebondis effectivement sur ce que tu dis. Effectivement, Vitalité existe depuis 27 ans et la force, entre autres, de ce magazine, c'est évidemment d'avoir des chroniqueurs qui sont de véritables experts. Donc, c'est pas des journalistes à qui on envoie un communiqué de presse puis qui remettent l'information. C'est vraiment des experts, des naturopathes comme Chantalane ou comme Dino Alicas, qui est donc le rédacteur en chef et qui gère l'ANAC également. Donc, c'est vraiment des vrais experts qui travaillent tous les jours avec ce dont ils parlent dans le magazine. Donc, c'est vraiment une source de qualité et d'information. Je vous invite vraiment tous à aller voir donc, notre bibliothèque numérique qui est donc sur le site de Vitalité Québec Mag, de vous inscrire à notre infolette parce qu'on diffuse aussi beaucoup d'informations. On vous avertit des prochains lives. La semaine prochaine, il y en a 3, mercredi, jeudi, vendredi. On va parler de déconversion, on va parler d'électrosensibilité, hein, ces fameuses ondes magnétiques. On a un petit peu parlé, on va parler de la 5G et puis des effets néfastes que ça peut avoir sur les enfants, sur les adultes. Et on reçoit également vendredi prochain Dino Alicas, donc rédacteur en chef de Vitalité Québec, qui va entre autres nous parler des vaccins pour la COVID. Alors, un immense merci Chantalane. On a passé une heure, on pourra en parler 40 avec toi. On te réinvitera d'ailleurs en juin ou en juillet pour parler de la santé au féminin et on invite quand même Gaston à nous rejoindre pendant ce live. Oui, on touchera un petit mot sur la santé des hommes, mais quand les femmes vont bien, les hommes aussi vont bien. Donc, c'est les hommes et les enfants, hein, on est les piliers. Merci Exactement. À toi, Aurore. C'était un réel plaisir et puis j'ai hâte qu'on se retrouve. Exactement. Et puis vous tous, chers auditeurs qui nous écoutez en direct depuis votre ordinateur, depuis votre téléphone ou qui vont nous écouter en rediffusion, merci d'être là, merci d'être fidèles. On vous réserve encore beaucoup de Midi Vitalité dans les prochaines semaines, les prochains mois. Et merci d'être fidèles au magazine et on vous dit à très bientôt. Aurore, le tirage, comment on procède? Alors, on va mettre tous les noms, donc tous ceux qui ont mis des petits commentaires, on va mettre les noms dans un document Excel, dans un petit logiciel. On l'enverra à AOR, ils vont tirer la gagnante et la gagnante sera, ou le gagnant, sera averti par AOR. C'est excellent. Merci tout le monde aussi de lire la chronique dans Vitalité Québec. À bientôt. Merci, à bientôt.